Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Nous allons faire une mise au point, juste en débutant cette émission. La mise au point est celle-ci. L'émission est enregistrée le 24 septembre en avant-midi dans nos studios à Macamic. À ce moment-là, il n'y a aucune élection fédérale qui est déclenchée. Cette émission garde toujours sa même mission. Cette mission est d'informer les gens, que ce soit en politique fédérale, que ce soit en politique provinciale, politique municipale. Elle est là pour informer les gens. Alors, c'est le but aussi ce matin de cette émission-là. Alors, comme je le dis et je le répète, au moment où cette émission est enregistrée, il n'y a aucune élection de déclencher. Donc, ce n'est pas une émission à saveur électorale. C'est une émission d'information. Alors, mon invité, le député du Bloc québécois dans Abitibi-Témiscamingue, M. Marc Lemay. M. Lemay, bonsoir. Bonjour. M. Lemay, juste... Mais je pense que votre mise au point, je pense que quand l'émission va passer, il n'y aura pas plus d'élections. Il n'y en aura pas plus, parce qu'on est au 30 de septembre. Alors, l'émission, il y en aura pas. Mais justement, là, on va, avant de parler du Sénat, le fameux Sénat, mais justement, là, au moment où l'on se parle, et dans les optiques, il n'y aura pas d'élection, en tout cas. Bien, écoutez, on ne s'enligne pas sur ça pour cet automne. Est-ce que je me trompe? Je pense que vous avez raison. Ce qui s'est produit, c'est, rappelons-nous Sudbury, c'était le caucus du Parti libéral. Oui. Et là, soudainement, M. Ignatieff a dit « assez, c'est assez. À partir de maintenant, on n'appuiera plus le gouvernement dans quoi que ce soit. » Pour moi, il a fait une erreur fondamentale, mais ça, la population jugera. Et là, le gouvernement a dit « bon, ben, OK, on va essayer de voir comment on peut gouverner. » Alors, ils nous ont déposé... On se rappellera, lors de l'ouverture de la session, la semaine du 14 septembre, ils nous ont déposé une motion de voix et moyens qui mettait en vigueur une motion de voix et moyens, là, pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprendraient pas, là, si vous me permettez 2 secondes, là, c'est on adopte le budget. Quand on adopte le budget, c'est un livre. Mais pour mettre en force ce livre-là, c'est-à-dire pour y donner l'argent pour que ce qui est marqué dans le budget puisse être en vigueur, ben, il faut adopter une motion de voix et moyens. Généralement, on en adopte 2 ou 3 par année pour mettre en œuvre le budget étape par étape. Bon, ben là, ils ont décidé de déposer une motion de voix et moyens, les conservateurs, qui mettait en œuvre la déduction pour la rénovation domiciliaire. Oui. Et la déduction d'impôt également pour l'achat d'une première maison. Alors, nous autres, le Bloc, parce que je parle du Bloc, on ne pouvait pas voter contre ça. On était d'accord avec... Puis on l'a dit tout de suite en partant, on est d'accord avec cette motion de voix et moyens. S'il n'y a pas de piège dedans, on va la regarder comme il faut. On l'a effectivement regardée, on l'a analysée. Et c'est parfait. Alors, on a voté pour. Mais moi, ce que je ne comprends pas, puis j'attends les libéraux, c'est-à-dire qu'eux, ils ont voté contre cette motion de voix et moyens. Donc, ils sont contre le fait que l'on verse des sommes d'argent pour la rénovation domiciliaire et pour l'achat d'une première maison. J'ai hâte de voir, moi, comment que la population va réagir dans une prochaine élection. C'est pour ça que nous, on vote étape par étape. Et pour revenir à votre question de départ, je serais surpris qu'il y ait une élection parce que les conservateurs ont également déposé un projet de loi qui s'appelle le projet de loi C-50, qui est supposé modifier la loi de l'assurance-emploi. C'est ça qui tient tout. Voilà. Et là, le NPD a dit, nous, on ne votera pas contre le gouvernement, on ne défera pas le gouvernement, on ne votera pas contre le gouvernement tant que ce projet de loi-là ne sera pas adopté. Et là, les libéraux, ils ont encore essayé de jouer une game en disant, on va l'adopter rapidement, fast track, toute la semaine. Fini, bonjour. Nous autres, on a dit non, parce que ce projet de loi-là, on veut l'étudier comme il faut et on veut surtout le modifier. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas favorables au Bloc québécois. Dans ce projet de loi-là sur l'assurance-emploi, il aide uniquement l'Ontario, c'est-à-dire ceux qui ont eu, dans toute leur vie, dans 5 ans, ils n'ont pas eu plus que 35 semaines d'assurance-emploi. Tout le monde forestier, ça ne nous touche pas. Nous autres, c'est clair, fait qu'on n'est pas admissible. Alors nous, on veut le modifier. Et là, ça veut dire que si le NPD maintient leur option, tant et aussi longtemps que ce projet de loi-là n'aura pas été adopté, et ça peut prendre 1 mois, 2 mois, je pense pas qu'il y ait d'élection. Alors, on se retrouvera au printemps. C'est vrai qu'on se retrouve au printemps. Puis d'autant plus qu'après les fêtes, ce sont les Jeux aussi de Vancouver. Sauf qu'il y a un danger, on ne se fera pas de cachette, effectivement, il y a un danger parce que on a dans le Parlement
ce qu'on appelle des journées d'opposition. Le gouvernement est obligé de donner des journées d'opposition aux partis d'opposition, le mot le dit, pour débattre d'un thème, d'un sujet, etc. Alors, il y a une journée d'opposition que les libéraux vont avoir dans la semaine, effectivement, du 30 septembre. Et là, ils vont déposer probablement une motion de non-confiance. Alors là, si on vote la non-confiance, c'est clair que le gouvernement risque d'être défait. Mais c'est là qu'on va voir qu'est-ce que le NPD va faire. Probablement qu'ils vont voter contre la motion de non-confiance pour que le projet de loi sur l'assurance-emploi puisse être amené à bon port. Mais c'est loin d'être fait. Alors. Mais je serais surpris qu'il y ait des élections Monsieur tôt. Ignatieff, parce que moi, je reçois tous les fils de presse, puis tout ça, puis on se plaît, entre parenthèses, à l'appeler l'homme assoiffé de pouvoir. On dit que les libéraux, en général, ça a toujours été un parti assoiffé de pouvoir, qu'on se reporte autant de M. Trudeau, etc. C'est beau être assoiffé de pouvoir, mais des élections, je pense qu'on en a eu assez. Mais moi, je vais vous dire, personnellement, je pense que s'il fallait qu'il y ait des élections à l'automne, le Parlement, Ottawa, n'aurait siégé que 5 mois en 2 ans. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on travaille. Et personnellement, je vous dis, moi, dans mon comté, il y a des choses qui sont en train de se faire. Regardez tout le programme d'infrastructure, des choses. Écoutez, on est allé chercher 50 millions pour l'Université du Québec, le pavillon à Duparquet, le pavillon à Amos, le pavillon à Notre-Dame-du-Nord, le pavillon de la recherche à Rouyn-Noranda. Alors, il y a d'autres choses, là. Il y a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent. Puis moi, je pense, le problème des libéraux, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre le pouvoir et l'opposition. Pour eux, ils ne peuvent pas s'imaginer être dans l'opposition. Et je le vois, je le sens, les libéraux ne veulent que le pouvoir. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour se maintenir au pouvoir. Et je suis un peu surpris. Ils travaillent très mal, je parle des libéraux, dans l'opposition, alors que nous, on a la majorité, l'opposition, dans un gouvernement minoritaire. S'ils voulaient, les libéraux, travailler comme du monde, là, ils pourraient en faire des changements. Regardez, on vient de le faire avec la motion de voies et moyens, on va la faire probablement sur la loi d'assurance-emploi. Ils pourront jamais dire que le Bloc est inutile à Ottawa, là, parce que ce qu'on fait, nous, c'est de défendre les intérêts du Québec. La seule chose qui nous intéresse, c'est ça. Et on y va étape par étape, morceau par morceau. Monsieur Lemay. C'est moi. C'est vous? Oui. Moi, là, j'ai été interpellé par beaucoup de personnes. On dirait que la nomination au Sénat de Jacques Demers a réveillé un paquet de personnes. On dit, hein, Jacques Demers. Jacques Demers. Et j'ai rien contre Jacques Demers. Là. Absolument rien. Jacques Demers, c'est un chic type de toute l'acceptation du mot quand on connaît que c'est un analphabète et puis à peu près personne le savait. Il a fait la carrière qu'il a faite, ses chapeaux, je n'ai rien contre lui, sauf que tout d'un coup, les gens se disent, Jacques Demers, un ancien instructeur de la Ligue nationale de hockey, on le voit sur le réseau RDS continuellement, c'est un analyste de hockey, un fin analyste de hockey. On vient de le nommer au Sénat. Moi là, si vous me permettez, monsieur Lemay, on va prendre peut-être 7, 8, 9 minutes, là, à peu près, puis on va expliquer le Sénat. On en a parlé beaucoup. On dit... on dit que le Sénat, il est là pour pas exister, malgré que s'il n'est pas là, je pense qu'on va vivre pareil. En tout cas, on pourrait aller là-dedans. Mais là, on va expliquer le Sénat, puis à la fin août dernier, M. Harper nommait 9 nouveaux sénateurs de l'équipe conservatrice à la Chambre haute, dont 3 au Québec. C'est des organisateurs qui ont nommé à l'exception de M. Demers. Okay. Alors, si on regarde le Sénat, rappelons-nous, là, si on fait un peu d'histoire rapidement, on relève du parlementarisme britannique. Le Parlement à Ottawa, c'est du parlementaire britannique. Donc, si on regarde en Grande-Bretagne, là, on ressemble à ça un peu, il y a ce qu'on appelle la Chambre des Lords en Grande-Bretagne et il y a le Parlement également. Alors, nous, on fait la même chose ici. Ça ressemble à ça. Le Parlement sont des élus. C'est celui qui vous parle en État. Et il y a des nommés, des nominations. Bon, le problème au Sénat, ce n'est pas vos connaissances qui vous font nommer, c'est qui vous connaissez et qui vous avez aidé. Et je parle du Sénat canadien. C'est clair que nous, on est contre, c'est inutile, il sert à rien, il coûte une fortune.
et il empêche bien souvent des lois d'arriver plus vite à la signature par la gouverneure générale. Parce qu'eux autres aussi, ils réétudient chacun de nos projets de loi. Ben, c'est ça que je veux en venir. Là. C'est à ça, là, monsieur, le même que je voudrais en venir. Là. Le Sénat, un coup qu'une loi est votée en Chambre. Prenons là, on va prendre le plus bel exemple, là, la loi C-50 qui modifie la loi d'assurance emploi. La loi d'assurance emploi, OK. Alors, la loi est étudiée en première lecture au Parlement. Okay. On la regarde, on l'envoie en comité, le comité l'étudie, l'analyse, la retourne au Parlement pour vote après modification s'il y a lieu. On vote ce qu'on appelle la troisième lecture. Une fois que la loi est votée, on l'envoie au Sénat. Bon, c'est rendu là. Et c'est là que ça meurt, ou bien que ça reste, ou que ça prend du temps. Parce que le Sénat, il y a une majorité de libéraux. Et si les majorités, parce que c'est des libéraux qui le Sénat... Donc 53 contre 46. Ben voilà, au moment où on se parle. Ça, et là, les conservateurs pourraient, au mois de janvier, parce qu'il y en a une gang qui vont partir à leur retraite, là, ils pourraient prendre le contrôle du Sénat. Okay. Alors là, et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils souhaitent aussi. Alors, c'est le Sénat qui devait être neutre, supposément, ne l'est pas pantoute. Ils sont clairement identifiés. Écoutez, moi, j'ai siégé sur des comités sénatoriaux parlementaires, c'est-à-dire il y a des députés et du Parlement et des sénateurs, et vous voyez rapidement, vous identifiez rapidement qui est un libéral puis qui est un conservateur. Mais le problème du Sénat, c'est que, comme dirait quelqu'un, il est inutile, je sais pas ce qu'il fait là, mais il est encore là puis il faut faire avec. Là, c'est ça qui est pas on va prendre là un coup qu'il a été approuvé. Oui. Il s'en va au Sénat. Là, à la troisième lecture, il s'en va au Sénat. Oui. Là, au Sénat. Il peut être modifié, charcuté, transformé, et là, le Sénat peut nous le retourner. Mais il peut carrément être refusé? Absolument. Est-ce que ça arrive? Non. Le Sénat ne peut pas refuser. Il peut modifier. Il peut modifier, transformer, et il fait des recommandations. Et ça retarde parce qu'il nous le retourne au Parlement. Il faut donc reprendre le processus. Êtes-vous obligés, vous autres? On n'a pas le choix de réétudier un projet de loi qui nous est retourné par le Sénat. Alors, c'est ça qui est le gros problème. Là, j'ai de la misère avec ça. Ben, moi aussi, je vous avoue que moi aussi, j'ai de la misère parce que... Un coup, vous êtes les élus du peuple. C'est nous autres qui avons fait. Alors, les élus du peuple, vous êtes là pour représenter le peuple, oui. Peu importe là, le parti politique, là, je m'en fous. Là. Non. Vous êtes là, vous représentez le peuple, vous êtes 308 ici, puis vous représentez le peuple. Je pense que quand 308 personnes, il y a des absents, mais disons, quand 308 personnes, s'il y en a 250 sur 308 qui dit ce projet de loi-là, troisième lecture, on l'adopte, c'est correct, parfait. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, eux autres, là-dedans, après? Ils viennent mettre des voix des roues? Là, ce qu'ils disent, eux autres, c'est qu'à un moment donné, ils peuvent vérifier si une loi est conforme, etc. Là, ils se targuent d'avoir trouvé, vous vous rappelez, là, l'année dernière, ils ont étudié un projet de loi qui était le projet de loi sur le budget. Et dans le budget, les conservateurs avaient caché une petite affaire au niveau de la loi du patrimoine sur les subventions qu'ils pouvaient enlever sur des films, là. Vous vous rappelez? Là, ils ont dit, vu qu'on a trouvé ça, ça veut dire qu'on est bon, on est fin, puis on devrait rester là. Le gros problème, c'est que tout le monde pense qu'une fois que le projet de loi est adopté au Parlement, c'est fini puis ça va aller vite. C'est pas vrai. Et c'est ça qui retarde. Je vous donne le plus bel exemple. Le fameux projet de loi sur le crédit d'impôt pour les jeunes qui veulent revenir en région de 8 000 $. On l'a passé en première, en deuxième, en troisième lecture. Il est arrivé au Sénat, il y a eu des élections, il est mort. Il faut tout recommencer. Et moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je continuerai à pas être d'accord parce qu'on siège en double. Parce que le Sénat peut créer aussi des comités. Par exemple, il y a un comité sur les affaires indiennes. Je le sais. Donc, les sous-ministres à Ottawa passent leur temps devant des comités. Quand c'est pas le comité je parle des affaires, et regardons les affaires indiennes, là, toute la grippe H1N1 avec tout ce qui s'est passé dans les communautés autochtones, ben là, le Sénat a décidé qu'il étudiait ça, le comité sénatorial des affaires indiennes, le comité sénatorial de la santé. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les sous-ministres, au lieu de mettre en œuvre puis de dire, bon, on va en envoyer des médicaments puis let's go, là, il faut s'en rendre des communautés. Ils passent leur temps en comité pour expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est... Mais moi, je trouve que le Sénat n'est pas utile. C'est clair qu'on devrait l'éliminer
peut-être, je suis même prêt à discuter, mais moi je suis contre le Sénat, mais peut-être une chambre des régions. Peut-être trouver une façon pour que le Sénat, dans un vote proportionnel, il y aurait, tu sais, mais à Québec, il y a l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez, quand vous étiez jeune, il y avait le Parlement à Québec, il y avait le Salon Rouge puis le Salon Bleu, puis il y avait le comité éthique. Il y en avait un genre de Sénat. Ils ont tout aboli ça. Parce que si on se reporte un peu plus loin, M. Lemay, moi, je me souviens très, très bien de la nomination au poste de sénateur du comédien Jean Lapointe. Ben oui. Et je n'ai rien contre ça encore. Là. Le gars, là, je parle pas du Sénat, je parle de l'homme. Ça, c'est Jean Chrétien qui l'a nommé. Exactement. Mais il est écœuré, Et je me souviens très bien, moi, que M. Lapointe a dit, moi, je vais là pour changer des choses. Mais il n'a pas changé. Il n'a rien changé. M. Demers, là, il s'en va là. La première affaire qu'il a dit, moi, là, je vais là pour travailler puis changer des choses. On va s'appuyer sur, on va pousser sur les personnes analphabètes, etc. Ben, ça va donner bonne chance, mais ça donne rien pantoute. Parce que je vais vous donner le plus bel exemple. Il y a un sénateur qui est là depuis, ça doit faire 20 ans, il a été nommé par M. Mulroney, c'est le sénateur Nolin. Et le sénateur Nolin a créé il a écrit avec un groupe, ce qui s'appelle le rapport Nolin sur la décriminalisation de la marijuana. Ça a fait du bruit pendant plusieurs années. Où ce qui est rendu, ce rapport-là, il est mort sur une tablette quelque part dans le fond du Sénat. Moi, je trouve que le Sénat, il faut qu'il se trouve une nouvelle vocation. Moi, je pense qu'il faut qu'on l'abolisse et qu'on le transforme. Mais ça ne se fera pas de mon vivant. Deux choses, monsieur le ministre, que le temps passe excessivement vite. Deux choses. D'abord, le salaire d'un sénateur qui est de 132 300 $ par année, plus indemnités diverses. Oui, mais il y a plus que ça. Le sénateur, lui, peut continuer à siéger sur ses conseils d'administration où il était avant d'être nommé au Sénat. Et on sait donc, il y a des jetons de présence. là-dessus. Oui. Il y a des jetons de présence. Alors que nous, députés, notre code d'éthique nous interdit et il faut déclarer tous nos biens qu'on reçoit plus que 400 $, etc. Si on reçoit un cadeau de... Eux autres, ils sont pas obligés. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui peut se passer de temps en temps? Parce que moi, j'ai fait un petit relevé vite fait, M. Lemay, et puis à 132 300 $, il siège en moyenne 60 jours par année, ce qui fait 2 205 $ par jour quand ils vont siéger. Oui. Ça coûte où est l'erreur, comme on dit? Non, mais ça coûte 100 quelques millions par année, le Sénat, puis regarde, Puis, avant 65, on les nommait à vie. Oui. Maintenant, on les nomme jusqu'à 75 ans. Oui. Et le nom m'échappe pas dans cette nomination-là qui s'est faite au mois d'août dernier, mais l'autre avant. Ben, monsieur, mais je peux vous donner le chef des Autochtones, la Confédération des peuples autochtones du Canada, OK? Il a été nommé. Puis là, je cherche son nom parce que en vous parlant, là. Mais Brazeau. Alors, M. Brazeau, il a été nommé à 34 ans. Il y a 41 ans de possibilité pour siéger au Sénat. C'est exactement à lui que je voulais en venir. Fait qu'il y a 41 ans qui peut siéger 60 jours par année ou à peu près. Alors, mais nommé à 34 ans au Sénat, il va s'ennuyer, ce pauvre homme. J'y ai dit 2-3 fois. Là. Bon, oui. Bon, juste en terminant sur le Sénat, parce qu'il va falloir en avaler pareil, on n'a pas le choix. Êtes-vous d'abord à ce moment-là, tant qu'à faire une réforme du Sénat? Parce que ça, on entend parler de ça, là, réforme du Sénat, mais elle vient jamais. C'est pas compliqué, mais tant qu'à en faire une, si un jour on en fait une, que les sénateurs soient nommés, un terme, élu par le peuple, et 4 ans, un terme, un autre 4 ans, et c'est fini, bonsoir. Ils sont partis. Nous, la position du Bloc, on est contre le Sénat, il faudrait l'abolir. Bon, ben, s'ils veulent pas l'abolir, une élection, mais au moins qu'ils soient redevables. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas redevables à personne. Et moi, comme Marc Lemay, je peux vous dire, quand on pose des projets de loi sur, par exemple, le mariage des conjoints de même sexe, Marc Lemay s'est fait interpeller pas mal là, depuis en 2005, je m'en rappelle encore. Mais je disais, regardez, les sénateurs sont pour aller parler aux sénateurs. Ah ouais, mais là, non, c'est vous qui êtes l'élu. Alors, moi, je dis, il faut que les sénateurs soient redevables. Et il n'y a rien de mieux qu'une élection pour savoir si tu mérites la confiance. Et encore là,
Je le répète, je n'ai rien contre M. Demers, là, absolument pas, mais avec son salaire de 132 300 $ plus indemnité, je pense qu'on va le voir pareil à RDS. Ah oui, absolument. C'est à peu près ça. Absolument. Bon, mais OK, on parle plus tout ça a camouflé la nomination de 5 organisateurs du Parti conservateur. Oui, c'est ce que qui vous vont être nommés à temps plein pour organiser la campagne électorale. Ça veut dire qu'ils auront un salaire de 132 000 pour organiser une campagne électorale, puis c'est 5 nominations que M. Harper a faites. Voilà. Bon, on passe à autre chose. Ah oui, on va passer à d'autres choses, parce que là, je sens qu'on va... Oui, je sens votre température grimper. Un peu, un peu. Et c'est pas la chaleur du studio. Même s'il fait très chaud. Monsieur Lemay, on va parler d'assurance-emploi. Assurance-emploi, c'est excessivement important. Vous vous battez depuis plusieurs années pour l'assurance-emploi, et avec raison, parce qu'il y a le nombre d'heures qui est... C'est rattaché à chacune des régions, ou à peu près. Mais nous autres, ce qu'on dit, le problème de l'assurance-emploi, puis je voudrais bien avoir à votre place, M. Blackburn, pour avoir une belle conversation. Mais moi, j'aimerais l'avoir à votre place, moi aussi. Bon, voilà. C'est drôle. Mais parce que je dis à M. Blackburn, le problème, c'est pas d'augmenter le nombre de semaines à la fin, c'est d'être admissible au départ. Exactement, parce que ça, oui. Actuellement, aujourd'hui, là, on est le 30 septembre, là. Aujourd'hui, là, 48% des personnes qui payent des cotisations à l'assurance-emploi, ils n'ont pas droit. C'est ça, exactement. Alors là, ça n'a pas d'allure. Et nous autres, on dit, enlever le délai de carence. C'est quoi maintenant, là, 30 ans, ça prenait 2 semaines pour étudier le dossier, c'est correct. Là, aujourd'hui, peser sur le piton, c'est rentré. Ben bon. Alors, on pourrait enlever le délai de carence. C'est vrai que ça coûte 1 milliard, mais la Caisse d'assurance-emploi, il y en a 5 milliards d'accumulés depuis le début de janvier. Alors là, ça coûte... Et on pourrait aider les travailleurs. Et nous, on veut des programmes adaptés aux travailleurs. C'est ça qu'on demande. Et ça commence par l'admissibilité. Il faut qu'ils soient admissibles au départ. C'est ça. Moi, je veux pas rien savoir de semaines de plus. Les travailleurs forestiers, c'est ça. Quand on s'en va dans les provinces maritimes, ils pêchent pas au mois de janvier, les autres. Non, mais on ne peut pas bien aller loin. Bon. En Abitibi-Témiscamingue, OK, j'ai des travailleurs saisonniers. Que voulez-vous que je vous dise? Les kiosques touristiques, le 23 janvier, ils marchent pas fort. Non. Puis ça arrête généralement vers fin septembre, puis ça repart début avril, peut-être? Alors, eux, là, ils travaillent pas assez de temps pour accumuler. Parce que ça vous prend autour, actuellement, là, 420 heures quand vous revenez, 420, 480. Ça n'a pas de bon sens. Alors, comment voulez-vous? Ils vous en demandez combien, vous autres? 360. Mais là, ils nous disent 360 heures. Ouais, mais là, quelqu'un va travailler juste 2 mois, puis il va avoir tout le reste du chômage pendant 52 semaines. Pas ça qu'on dit. C'est faux. On a dit moduler au nombre de semaines d'assurance-emploi que tu as accumulé. Tu as accumulé 360 heures, tu aurais droit à peu près, je vous dirais, là, autour de 30 semaines, pas plus. Tu sais, je veux dire, regarde. Puis le pire, c'est que la personne les paye, ces cotisations-là. Oui. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement n'a pas une scène là-dedans. Parce que quand vous dites 48 des personnes qui cotisent à l'assurance-emploi et qui n'ont pas droit. Ah oui. Actuellement, il y a 48 C'est une personne sur 2. Ah ben oui. Et en Abitibi-Témiscamingue, tous mes travailleurs saisonniers. Regardez, tous les travailleurs sur appel. Vous en as-tu pas mal, hein? Le Syrie Béarn, ici dans le coin de la Sarre, tous les travailleurs forestiers, ils marchent sur appel. On rouvre un chiffre, on ferme un chiffre, on rouvre un chiffre, on travaille 3 mois, on travaille 2 mois. Là, eux autres, ils n'ont pas le droit au chômage. Là. Il faut qu'ils accumulent 420 heures. Alors, comment ils font? Et c'est ça qu'on dit. Donnez-leur une chance. Puis, en plus de ça, envoyez-les se former. Il y en a qu'on peut, je vous donne des jeunes de 18, 20, 22 ans là, qui sont en chômage, là, ils pourraient peut-être avoir une prolongation pour pouvoir aller suivre une formation pour s'enligner ailleurs. Et comme camionneur, comme opérateur de machinerie lourde, il y a des demandes actuellement. La position du NPD sur ça, monsieur? La position du NPD, on se ressemble un peu là-dessus, sauf qu'eux, ils disent, puis là, actuellement, la priorité du NPD, c'est une priorité purement électorale. Ils ont 7 comtés qu'il faut qu'ils sauvent dans le sud de l'Ontario. Oui, mais c'est ça. Et c'est pour ça que M. Layton n'est pas entiché à aller chercher une élection, parce qu'il peut perdre entre 7 et 12 sièges. Ah oui, absolument. Puis 7 dans le sud de l'Ontario, où il y a eu, on le sait, la crise d'automobile. C'est ça. Et c'est pour ça, parce que le nouveau projet de loi, ce qu'on appelle, on a parlé tantôt du projet de loi C-50, ils disent qu'il va y avoir 185 000 chômeurs qui vont avoir le droit au chômage de plus. On y a posé juste une question à M. Blackburn. Puis si jamais vous l'avez, là, posez-lui une question. Je veux savoir le nombre de ces chômeurs-là au Québec qui auraient droit. Les seuls, on le sait, c'est à peu près 400-500, parce que c'est ceux qui sont des alumineries.
et qui n'ont pas eu beaucoup de chômage. Mais tout le secteur forestier, tout le secteur papetier, il n'y a personne qui aurait droit au chômage avec cette modification-là. Mais par contre, pour le NPD, là, ça devient important. Et pour eux autres, pour le sud de l'Ontario, où il y a eu la crise d'automobile. On va changer de sujet, monsieur. Non pas que ce n'est pas intéressant, sauf qu'on a plusieurs sujets à regarder. En rafale, comme Crédit d'impôt à la rénovation. Ça paraît beau, sauf que si on va aller chercher 1 350 $, il faut en dépenser 10 000. Oui, mais 10 000 sur à peu près n'importe quoi. Je peux vous dire, puis là, je le sais parce que, mettons que je me suis mis aussi un petit peu à la rénovation, j'en ai fait un petit peu chez nous, là, mais c'est quand vous rentrez chez, je veux pas faire de publicité, là, mais chez Home Hardware ou chez Rona, moi, je peux vous dire, il y a quelqu'un, je les connais, les gars, au moins, surtout, ils m'ont dit, t'étais bien mieux de voter en faveur de ce crédit-là, toi, parce que tu vas voir. C'est sûr, mais parce que les gens, ils rénovent partout. Ils rénovent partout. Alors, mais je vais vous dire aujourd'hui, 10 000 $, là, vous faites une entrée de cours, là, puis vous... C'est rien. Je vous parle pas de poser une piscine. Mais c'est pas ça, là. Mais changer les portes, changer les fenêtres, refaire le bardeau de toit, c'est ça l'objectif du crédit d'impôt. Moi, je trouve que c'est, je le dirai, je vais le dire, oui, c'est vrai que c'est une bonne chose que le gouvernement, dans son budget, a déposé, et c'est bon pour la relance de l'économie, c'est bon pour les travailleurs de la construction. Écoutez, si vous voulez faire des rénovations chez vous, si vous n'avez pas commencé, là, réservez pour l'année prochaine. Et là, il va falloir se battre. C'est parce que je trouve que les chiffres, ce que sont les chiffres, là, dépenser 10 000 $, là, on le dépense très vite. Ben oui. Très vite. Ben oui. On refait un toit aujourd'hui, puis ça coûte 5-6 000 $. Fait que, on vient de... C'est pas long. Et c'est pas long. Puis là, vous changez les gouttières. Oui, parce que vous avez changé toi, Jean-Yves Gouttière, vous êtes rendu à 2 000. Puis, on va avoir 1 350 $ sur ça, puis c'est pas un crédit d'impôt qui est remboursable. Non. Non, c'est un crédit d'impôt, là, qui va être dans votre rapport d'impôt en février. Vous allez déposer, vous allez faire ça, cling, ding, bing, bang, avec vos reçus. Puis il faut que ça soit un entrepreneur qui l'ait fait, ou vous-même en plus. Mais vous amenez vos factures de Renault, mais bon. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Monsieur Lemay. On n'a pas déjà fini? Ben, t'avais, mais je voudrais parler de mon... Ah, il restait une minute. Okay. Hey, de mon bon ami et de votre bon ami Pierre Brien. Mais qu'est-ce qui se passe avec Pierre Brien? Ben, qui n'a pas péché? Oh là! Qui n'a pas péché? Monsieur Brien a assoiffé de pouvoir? Assoiffé de politique? Ça, pour moi, c'est clair. Non, mais c'est parce que là, député du Bloc de 93 à 2003, candidat de l'ADQ en pour et en 2008, principal conseiller de Mario Dumont, là, il veut revenir au Bloc. Bien, organisateur pour le Parti conservateur lors de la dernière élection. Oui, exactement. Alors là, il a décidé que... Mais moi, j'ai juste une question. Principal conseiller de M. Paradis, qui est en charge de tout le Québec, etc. Moi, j'avais juste une question, puis j'en ai encore une, puis je l'ai dit à mon chef à part de ça, avant que Pierre Brien revienne. Là, il veut venir chez vous? Non, il ne reviendra pas chez... il veut venir au Bloc, mais avant qu'il revienne au Bloc, il va falloir qu'il nous dise que oui, il pense que le Bloc, la souveraineté, c'est faisable. Parce qu'il a quitté en disant, moi, je ne crois plus à la souveraineté. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça. Je ne veux plus rien savoir. Il veut revenir au Bloc. Alors, il faudrait qu'il fasse son acte de contrition, mais l'enfant prodigue qui revient au bercail. Et qui n'a pas péché, comme vous l'avez dit. Le Seigneur a dit, ça l'a été dur à passer un petit peu, M. Lemay, il est dur à passer. Pour moi, je le trouve très difficile. Je ne l'accepterai pas. J'ai beaucoup de difficultés parce qu'il m'a laissé le comté, il nous a fait perdre les deux comtés. C'est fini, M. Lemay. Merci infiniment, puis on se revoit certainement dans les débuts de 2010. Juste avant les élections. Juste avant les élections. Merci beaucoup, M. Lemay. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.